La définition de la pression, c'est une force qui se rapporte à une surface. Dans le cadre de la pression atmosphérique, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le poids de l'air, c'est la force qui va nous intéresser. Et en l'occurrence, comme l'air est un fluide, on va se rendre compte que ce poids ne s'exerce pas que du haut vers le bas, il s'exerce partout autour de nous. Car oui, l'air a un poids, et il n'est pas négligeable. Pour vous donner un exemple, l'air qui nous entoure, la pression atmosphérique, ça équivaut à 1 bar de pression. Pour retrouver la même pression avec de l'eau, il suffit d'aller à 10 mètres de profondeur. Il faut bien comprendre que la pression d'un fluide, c'est avant tout une question de hauteur. Si vous prenez un même volume d'eau et que vous le mettez soit dans une éprouvette où il y aura une grande hauteur, soit dans un plat tarte où l'eau sera tout aplatie, la pression exercée au fond du récipient sera beaucoup plus importante dans l'éprouvette. On va maintenant essayer de voir ce qui se passe quand on monte en altitude. Plus on monte donc, moins il y aura d'air au-dessus de nos têtes, donc moins l'air exercera son poids sur nous. Si on part en vacances en emmenant avec nous des objets contenant de l'air qui a été scellé au niveau de la mer et qu'ensuite on l'emmène en altitude, une fois en hauteur, cet air contenu dans le récipient sera moins soumis à la pression de l'air. Du coup, il aura tendance à se dilater. Et ça se traduit très simplement quand vous partez en vacances au ski et que vos pots de yaourt sont simplement bombés, quand vous avez de la chance, ou quand votre flacon de shampoing se vide dans votre valise, quand vous en avez moins. Ces changements d'altitude, ils ont aussi un impact sur notre corps, qui sont beaucoup moins visibles, mais qu'on peut quand même étudier, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il se trouve que la pression, c'est ce qui permet au dioxygène contenu dans l'air d'exercer une force assez importante pour pouvoir franchir la membrane des alvéoles pulmonaires qui sépare l'air des globules rouges de notre sang. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y aura de pression, plus le dioxygène sera soumis à cette pression et aura tendance à franchir la membrane, qui est comme une passoire mais avec de très petits trous. Ça ne passe pas si facilement que ça. Le globule rouge, c'est un sac à hémoglobine qui est véhiculé par le flux sanguin pour transporter le dioxygène à tous les tissus du corps humain. L'hémoglobine, c'est un tétramère protéique qui contient 4 sous-unités de globine. C'est-à-dire que chacune de ces 4 sous-unités va pouvoir fixer une molécule de dioxygène. Du coup, une hémoglobine ne peut lier que 4 dioxygènes. Du coup, on voit l'importance de la quantité d'hémoglobine qu'il va falloir pour transporter tout l'O2 dont on a besoin jusqu'au tissu. Parce qu'il faut bien comprendre que l'O2, il se balade pas librement dans le sang, il est vraiment fixé à l'hémoglobine. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 1% d'O2 qui est dissous dans les liquides du sang, tout le reste doit être lié à l'hémoglobine pour être transporté. Et la fixation de l'O2 à l'hémoglobine, elle se fait pas simplement. Lorsqu'une molécule de dioxygène arrive devant son site de fixation à l'hémoglobine, elle va être gênée. Il y a un encombrement stérique autour de ce qu'on appelle l'hème, c'est là où va se fixer l'O2, qui va gêner la fixation. Elle va avoir du mal, elle va avoir besoin d'une pression extérieure pour avoir de l'énergie pour se faufiler et s'y fixer. Et donc s'il y a cette pression, elle va quand même réussir à se fixer, et ça va faciliter la fixation des autres molécules d'O2. C'est ce qu'on appelle l'allostérie en fait. La fixation sur la première sous-unité d'hémoglobine va modifier la forme des autres molécules de globine qui, elles, seront plus accessibles à la fixation de l'O2. Donc plus on fixe d'O2, plus il sera facile de fixer d'autres molécules d'O2. Et ça se traduit par cette courbe en forme de S, qu'on appelle sigmoïde. Il faut bien comprendre que d'habitude, les mécanismes de fixation des molécules à leur récepteur, ça se présente plutôt sous la forme de cette courbe-ci. C'est-à-dire qu'à de faibles concentrations, la molécule va se fixer assez vite, ça va être continu, ça va être rectiligne, et puis quand on approchera de la fin, ça va former un plateau, puis une asymptote, jusqu'à atteindre le seuil maximal. Dans le cadre de la fixation de l'O2 à l'hémoglobine, on voit que sur la fin, ça devrait pareil, c'est juste au début où ça change, c'est-à-dire au moment où il y a le phénomène d'allostérie, c'est-à-dire au moment où il y a besoin en fait d'un apport plus important d'O2 pour fixer les premières molécules d'O2. Petite parenthèse sur la pression partielle d'un gaz, en fait dans le cadre de l'air, la pression partielle de l'O2, ça va être la pression du gaz de l'air multipliée par le pourcentage d'O2 contenu dans l'air, et ici c'est 21%. Et donc à partir de cette courbe, vous pouvez quand même commencer à pressentir ce qui va se passer avec les changements d'altitude et l'oxygénation du corps. Je vais vous balancer quelques infos gratuites sur le transport de l'O2. C'est pas forcément indispensable, mais c'est pour vous, prenez. Cette courbe de fixation, elle est affectée par plusieurs facteurs. La température, l'acidité et la pression partielle en CO2, dioxyde de carbone. Quand ces facteurs augmentent, la courbe aura tendance à se déplacer vers la droite. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Dans ces conditions, à une même pression partielle d'O2,
la saturation en hémoglobine sera plus faible. Et ça c'est plutôt cool, parce qu'au niveau des poumons, ces facteurs sont bas, et au niveau des tissus, comme les muscles, ils sont élevés. Donc, au niveau des poumons où ces facteurs sont bas, l'oxygène aura tendance à se fixer à l'hémoglobine, et dès que l'hémoglobine approchera des tissus comme les muscles, ces facteurs augmentant, l'O2 sera libéré dans le sang, et ensuite ils pourront franchir la membrane des vaisseaux et oxygéner les tissus. Mais revenons-en maintenant à notre sujet de départ qui est l'altitude quand même. Le problème ici c'est que, comme on l'a vu juste avant, en altitude, la pression de l'air est plus faible. Donc la pression partielle de dioxygène est plus faible elle aussi. De ce fait, moins de dioxygène va pouvoir se fixer à l'hémoglobine et donc moins de dioxygène sera libéré au tissu. L'organisme est donc globalement en manque de dioxygène et on appelle ça une hypoxie. Et ce mécanisme, c'est ce qui est à la base du mal des montagnes. C'est ce qu'on peut ressentir dans les premiers jours quand on arrive à la montagne et qui s'estompe au bout de quelques temps. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des sportifs qui s'entraînent en altitude avant une compétition. Alors on peut se demander s'ils aiment juste se faire du mal ou s'il y a une raison sous-jacente à ça. Et on va voir que ce ne sont pas les conditions difficiles qui les motivent, mais plutôt l'adaptation que va subir le corps humain et qui va être bénéfique pour eux. Pour compenser notre hypoxie, l'organisme il a plusieurs stratégies qui vont mettre plus ou moins de temps à se mettre en place. L'événement le plus rapide, c'est l'augmentation du taux de 2,3-DPG, 2,3-diphosphoglycérate. C'est une molécule qui se fixe au milieu de nos 4 sous-unités de globine et qui va avoir l'effet inverse de la fixation de l'O2, c'est-à-dire qu'elle, quand elle se fixe, elle va diminuer l'affinité de l'hémoglobine au dioxygène. Le but de cette stratégie, en fait, c'est de libérer plus d'O2 au tissu. Sauf qu'en fait, ça résout absolument pas la cause, qui est le manque d'apport. Pour compenser le défaut de fixation et le manque d'apport, il y a une autre stratégie qui se met en place quasiment en même temps, ça va être l'augmentation de la ventilation pulmonaire et du débit cardiaque. Pour le débit cardiaque, c'est assez intuitif, hein. Plus le sang circule, plus il y aura d'apport en O2. Pour la ventilation pulmonaire, ça l'est un peu moins. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de concevoir ça comme une démarche volontaire, c'est-à-dire je décide d'inspirer, je décide d'expirer. En revanche, je décide pas de faire battre mon cœur plus ou moins vite. Pourtant, quand vous venez de faire un sprint, vous êtes essoufflé. C'est-à-dire que l'organisme est capable de vous obliger à respirer plus vite pour augmenter vos apports en O2 à l'organisme quand vous en avez besoin. Tout ça, ça fait partie des réponses immédiates de l'organisme, mais il y en a une autre qui met beaucoup plus de temps à se mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'elle va nécessiter d'abord la synthèse protéique au niveau du rein d'une hormone, qui va ensuite être libérée dans le sang, qui va devoir atteindre ses récepteurs dans la moelle osseuse, qui va nécessiter la synthèse de nouvelles cellules qui, à la fin de cette synthèse qui prend plusieurs jours, vont être libérées dans le sang. Ce mécanisme, il s'agit de la synthèse de nouveaux globules rouges. Et cette synthèse, elle est due à la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'érythropoïétine et qui est tristement plus connue sous son abréviation d'EPO. Le sang, il n'est pas synthétisé dans un organe à part entière. Ça se fait au niveau de la moelle osseuse des os plats, c'est-à-dire par exemple le sternum et les crêtes iliaques. Et l'organisme, il fabrique en continu de nouvelles cellules pour le sang. C'est-à-dire que la durée de vie d'une hématie, c'est 120 jours à peu près. Donc il faut renouveler l'apport. Il y a toujours de l'EPO qui circule, mais en des quantités très petites. Donc là, à cause de l'hypoxie, il y aura une plus grande sécrétion d'EPO qui va entraîner une plus grosse synthèse de globules rouges. Et donc au bout de 3 semaines, on se retrouvera avec un taux d'hémoglobine nettement supérieur à la valeur habituelle. Si ensuite on retourne dans les plaines, notre organisme y mettra du temps à évacuer ce surplus de globules rouges. Pendant ce laps de temps, les personnes auront un meilleur transport d'O2 à leur tissu. Ça veut dire moins de fatigue et donc globalement de meilleures performances physiques. Vous l'aurez donc peut-être compris, maintenant on va parler de sport et plus exactement de dopage. Avoir une meilleure oxygénation des tissus, c'est à la mode, surtout depuis les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ils se déroulaient à plus de 2000 mètres d'altitude et donc nécessitaient que les sportifs se soient préparés au préalable pour pas que quand ils arrivent ils soient en mal des montagnes et qu'ils aient direct les épreuves. Et ce concept paraît quand même vachement plus naturel que de bouffer à l'appel des anabolisants ou des stimulants. À tel point que, plutôt que de se taper 3 semaines d'entraînement à la montagne, certains ont eu l'astucieuse idée d'inventer ce qu'on appelle des tentes à hypoxie. Les personnes qui utilisent ce dispositif passent en gros le plus clair de leur temps sous une tente où l'atmosphère est à 13% d'oxygène, donc une plus faible pression partielle d'O2. Et en l'utilisant très fréquemment, ça suffit à simuler une altitude et donc à augmenter le taux d'hémoglobine. Après, si on veut encore moins se compliquer la vie et qu'on a les moyens, il y a les injections d'EPO. Faut pas oublier qu'à la base c'est un médicament et il faut savoir qu'une boîte de 1 seringue, ça peut atteindre jusqu'à 700 €. Et puis il y a un autre moyen, un peu plus soft. Pendant la période creuse, les personnes se prélèvent environ 250 ml de sang. Ils le gardent au frais quelques mois et juste avant une compétition, ils se le réinjectent.
Pendant la période qui suit le prélèvement, l'organisme va sécréter le PO, donc de nouveaux globules rouges vont arriver, on va retrouver un taux normal d'hémoglobine, et après ça, on se remet une quantité de sang supplémentaire pour booster ses performances. On peut même combiner les deux techniques, c'est-à-dire qu'on prélève nos 250 ml de sang, on s'injecte un peu de PO pour rebooster tout ça, et on réduit le délai d'attente entre le prélèvement et l'injection suivante. On a vu qu'il y avait plein de techniques différentes pour arriver à peu près au même résultat, qui est augmenter l'oxygénation des tissus. Et pourtant, toutes ne sont pas considérées comme du dopage. En fait, la politique de répression du dopage se fait plus sur les moyens mis en œuvre pour augmenter ses capacités physiques, plutôt que sur les résultats. Quand on se casse le cul à passer 3 semaines en altitude, à faire son footing tous les jours, il y a une véritable notion d'effort qui rend beaucoup plus légitime l'acquisition de nouvelles capacités physiques. C'est pour ça que de base, tout ce qui est lié à l'injection, c'est interdit. Là où on a un problème, c'est avec la question des tentes à hypoxie, où c'est pas tout à fait tranché. Il y a un côté artificiel indéniable, mais il y a aussi une notion d'effort, du coup... Et le verdict, c'est ça. Parmi les méthodes interdites, il y a l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération d'oxygène. Sur le papier, ça pourrait vouloir dire que l'utilisation de ces tentes est proscrite, mais en réalité, c'est pas vraiment appliqué. Ce qui est dépisté, c'est le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire la concentration et non la quantité. C'est-à-dire que quand on se réinjecte notre propre sang, on augmente notre volume global et pas la concentration. Quant au dosage de l'EPO, il faut savoir que donc c'est une substance endogène, donc on peut pas simplement dire tiens, t'as de l'EPO dans le sang, tu fais pas de sport. Et donc la frontière entre EPO naturel et EPO injecté est très mince. D'autant que c'est une substance qui est très vite éliminée de l'organisme, donc c'est vraiment pas facile à dépister. C'est pour ça que certains sportifs utilisent ce qu'on appelle des agents masquants, ça peut être des diurétiques par exemple, qui permettent d'éliminer plus vite l'EPO, et donc de pas être dépisté. C'est pas quelque chose de simple, la question du dopage. C'est pour ça que par exemple, au Tour de France, tout le monde sait que tout le monde se dope, mais il y a très peu de répression. Tout ça pour dire que le sport c'est chouette, mais avec de l'éthique, c'est mieux. Ciao.